Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va discuter d'indicateurs qui peuvent vous aider à trouver les bottoms éventuels, comment les utiliser, voilà, utiliser tout simplement ces indicateurs relativement simples. Donc ça sera plutôt une vidéo orientée analyse de prix. Et puis on ira voir, bien entendu, comme d'habitude, les news, il y en a quelques-unes, et le calendrier économique, toutes ces choses-là. Donc restez bien jusqu'à la fin. On passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo, et puis éventuellement mettre un like si le contenu vous plaît, et puis un commentaire d'encouragement. On est là donc sur le Bitcoin face au dollar comme d'habitude. L'indicateur que je veux vous montrer déjà dans un premier temps, il s'appelle le parabolique salaire. C'est un indicateur que moi j'utilise assez souvent pour essayer de trouver tout simplement des indicateurs de tendance. C'est un indicateur qui a tendance à laguer un petit peu, c'est-à-dire qu'au plus vous augmentez l'unité de temps sur laquelle vous l'utilisez, au plus il va être en retard, mais par contre il va vous donner des signaux qui sont relativement sûrs. Il a été créé par Wilder, qui est également le créateur du RSI. Et il est relativement puissant, il est utilisé dans énormément d'autres indicateurs comme le Luxalgo, toutes ces choses-là, etc. Et là, en l'occurrence, il a l'avantage d'être gratuit, donc du coup, c'est une formule, donc c'est relativement intéressant à utiliser. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un point d'achat sur le parabolique salaire qui flash aujourd'hui. Donc, intéressant de regarder par le passé, notamment dans toute cette partie-là, éventuellement du range, par exemple, enfin de toute cette partie-là, on va dire, de la grosse correction dans laquelle on est depuis désormais juin. Eh bien, quels ont été les signaux que nous a donné le parabolique SR lorsqu'on a eu un point d'achat en daily qui s'est allumé? En l'occurrence, ici, si on prenait l'entrée au point d'achat sur ce point-là, excusez-moi d'ailleurs, j'ai fait une erreur ici, on aurait fait un plus 11%, donc c'est pas mal, hein, c'est vraiment très bien même. Ici, on aurait fait moins 4%, donc c'est beaucoup moins bien. Ici, on aurait fait un plus 5%, et encore une fois, ici, je considère que vous vendez là où le sell se met en place, donc vous suivez vraiment bêtement l'indicateur. Donc pour le moment, on est à 2 sur 3 et avec un upside au niveau pourcentage qui est vraiment plutôt pas mal. Ici, on a 6%, si je me trompe pas. Non, moins 1,48, pardon. Donc du coup, on est à 2 sur 4, mais avec plus de pourcentage côté achat. Ici, on a un plus 6%, donc 3 sur 4, 3 sur 5. Ici, 4 sur 5. Ici, 4 sur 6, ici 3 sur 6 du coup, et ici 5 sur 7. On y arrive. Donc, indicateur, vous le comprenez, à plus de 50%, mais avec un upside au niveau des pourcentages qui est intéressant. J'ai pas fait ici le calcul ni la moyenne des pourcentages, mais on voit que quand, entre guillemets, il y a erreur sur le parabolique SAR, eh bien, le potentiel niveau de descente, le potentiel pourcentage de descente est moins important que l'upside, le potentiel niveau de montée que vous pourriez prendre. On va se baser ici uniquement sur les buys, mais comprenez que là on est contre-tendance. En faisant du buy ici en tendance baissière globale, on est contre-tendance, donc c'est pour ça également que le PSAR a pas forcément des très bons résultats puisque vous êtes encore une fois à contre-tendance. Donc ça c'est la première chose, on a un buy qui vient de flasher sur le parabolique SAR et c'est important de le dire. La deuxième chose également, c'est que quand je regarde en weekly, vous voyez que pour le coup, on a beaucoup moins de signaux qui flashent, hein, bien évidemment, mais pour le coup également, on n'a pas encore de signal de buy ici, je vous enlève ça, c'est pour tout à l'heure. On n'a pas de signal de buy en weekly qui vient de sonner. Et en l'occurrence, quand on regarde le weekly, vous voyez qu'on a vraiment des signaux beaucoup plus intéressants en weekly à chaque fois, avec effectivement, on rentre après les bottoms, mais on a pour le coup un indicateur qui est, si on ne garde que la tendance haussière dans sa globalité, qui est proche des 100%. Vous le voyez ici, bam, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fois le parabolique SAR a flashé un buy et en gros on aurait pris ici vraiment des très jolis pourcentages si on avait suivi cet indicateur encore une fois dans la tendance haussière et encore une fois donc du coup pas à contre-tendance. Donc ce que je vous montre ici c'est que potentiellement intervenir sur un contre-tendance en buy pour ceux qui ont ici pas forcément des shorts en position actuellement etc. Et qui cherchent vraiment un point d'achat vraiment propre,
Eh bien, à part, on va dire, risquer quelque chose comme ceci, c'est-à-dire pardon, excusez-moi, je me suis mal mis là, on va se mettre sur le cell suivant ici, et on va se mettre sur le plus bas, donc là, vous comprenez que je fais plus ou moins, à part faire uniquement un plus 6, par exemple, quand le parabolique ACR avait flashé ici en weekly, vous comprenez que c'est un indicateur qui est relativement intéressant. Alors moi, j'ai tendance à utiliser les signaux de buy, mais à pas nécessairement attendre le sell pour vendre. Mais après, chacun utilise les indicateurs, évidemment, comme il le veut. Et je trouve que cet indicateur est extrêmement facile à utiliser. Pour les débutants, je trouve que c'est vraiment de l'or en barre que de pouvoir utiliser ce type d'indicateur qui vous donne tout simplement des retournements de tendance potentiels. Encore une fois, il n'a pas flashé en weekly. Donc pour le moment, on attendra qu'il nous donne un flash en weekly et un signal de buy. Mais je trouve que c'est intéressant, encore une fois, pour les débutants. Maintenant, on va enlever le parabolique SAR, donc PSAR, ici, vous le voyez sur TradingView, et on va passer les bougies en Ekinashi. Ekinashi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une manière de calculer les bougies qui fait que c'est une moyenne. C'est-à-dire que le cours de fermeture est égal à 1/4 de la moyenne, hein, en gros, du plus haut plus le plus bas plus l'ouverture plus la fermeture. Donc on a un cours de fermeture qui est une moyenne et le cours d'ouverture est égal à 1/2 de l'ouverture précédente plus la fermeture précédente. Donc vous comprenez ici qu'on lisse vraiment la tendance pour avoir tout simplement ici des Ekinashi, donc des bougies qui sont plutôt rouges quand on est dans une tendance globale baissière et plutôt vertes quand on est dans une tendance globale haussière. Pareil, le plus haut est égal au maximum le plus haut plus entre le plus haut, l'ouverture et la fermeture, et le plus bas est égal au minimum entre le plus bas, l'ouverture et la fermeture. Donc on a quelque chose de relativement propre ici, encore une fois, quand on étudie la tendance, qui je trouve est graphiquement très parlant. Si on passe également là une fois encore en weekly, excusez-moi, mon graphe est très chargé, mais vous voyez qu'on a eu 1, 2, 3, 4, 5 bougies, et pour le moment, la bougie actuelle, hein, on n'est pas encore à la clôture, là, on est tout juste lundi, donc attention, cette bougie est en cours de formation, donc il faudra ici qu'on confirme ce mouvement, mais vous voyez qu'on a potentiellement ici également un signal, entre guillemets, en Ekinashi, de retournement potentiel. Vous voyez également que là où on avait eu 3 jours de baisse, là, pour le moment, on est sur des bougies qui s'empilent à la hausse, donc pour le moment, encore une fois, en Ekinashi, on n'a pas cette bougie qui nous dit c'est la fin. Et le type de bougie qui veut dire c'est la fin, c'est soit un doji là comme vous le voyez, ou alors soit tout simplement une bougie qui flash comme ceci en rouge tout d'un coup, et étant donné qu'on est sur une moyenne, on analysera ici beaucoup mieux la tendance que par le passé. Donc voilà, deux petits indicateurs qui peuvent éventuellement vous aider, encore une fois, mettre vos bougies en Ekinashi, ou alors tout simplement utiliser le parabolique SAR. On revient ici sur le BTC face au Bitcoin, on est actuellement dans la zone de liquidité qu'on avait marquée en haut. Pour le moment, on avait donc ce bull flag qui a plutôt pas mal cassé, qui a plutôt cassé même, on peut le dire. On est venu visiter effectivement la zone de liquidité qu'il y a en haut. Vous le voyez ici que la target de ce bull flag se situe présentement autour des 17 900 $. On avait aussi cette épaule tête épaule inversée qui nous donne une target autour des 18 200. Donc pour le moment, attention dans cette zone, puisque dès qu'on aura mangé la liquidité là en haut, eh ben on risque de se retourner, mais on est plutôt pas mal. Sur Ether, on sait que la zone de liquidité elle est plutôt au 1330 et ensuite on en a une autre au 1450, mais on a aussi cette épaule tête épaule inversée qui nous donnerait éventuellement une target autour des 1425. Pour le moment, Ether qui pourrait nous dessiner ici, s'il tient ce support des 1265, potentiellement une nouvelle épaule tête épaule inversée, hein, vous le voyez, si on anticipe ici ce que pourrait nous donner un éventuel rejet au niveau actuel, vous voyez que ici ça nous donnerait effectivement une épaule tête épaule inversée, et donc du coup potentiellement une nouvelle target qui serait plus ou moins à ce mouvement reporté tout simplement à la... Et encore une fois, là, on est très early, hein, cette épaule, elle ne s'est même pas formée, elle n'a pas du tout cassé. 1356 $ présentement. Voilà, pour le moment, tout ça est plutôt bullish. J'ai fait une analyse de momentum dernièrement. Je dis juste attention, parce que là... En fait, si on regarde, et j'ai fait aujourd'hui sur le Discord une analyse sur, on va dire, les liquidités en weekly, on avait eu un très fort niveau de funding ici négatif. On peut estimer que ce très fort niveau de funding négatif était arrivé autour du 8 novembre, au moment de la chute de FTX, tout simplement. On va enlever ça pour nettoyer un petit peu.
Et en gros, on peut estimer que dans la journée, là, ici, où on a eu ce funding négatif très fort, on était tout simplement le 9 novembre, et on était entre 15 900 et 19 600 $, donc on a été très fortement shorté sur cette bougie. Si on estime une médiane, eh bien, on a à peu près 17,2, c'est-à-dire le niveau actuel comme médiane de ce niveau de short important. Si jamais on devait aller chercher ici les liquidations des shorters sur cette grosse bougie de funding négatif, je le rappelle, on serait déjà en train de nettoyer les x50. On aurait potentiellement de l'upside pour aller nettoyer ici les x25 à 4% au-dessus, c'est-à-dire quelque part vers les 18 000. Et si jamais on devait nettoyer les leviers x10, on aurait un upside qui nous emmènerait autour des 19 000 $. Bien évidemment, on peut aussi aller nettoyer les x3 ici. Alors là, on va être vraiment très bull, et ça nous emmènerait vers les 23 000 $. Néanmoins, j'y crois pas trop. Je pense pas qu'énormément de monde soit rentré en levier x3 sur cette baisse, si ce n'est éventuellement des gens qui ont éventuellement hedgé leur portefeuille, donc qui potentiellement fermeront ces positions-là avant. La question ici, c'est comment va réagir tout simplement le prix entre guillemets, c'est-à-dire comment le CVD spot va se comporter. Voilà, je cherchais mes mots, excusez-moi. Et donc on va aller faire ça ici quand on ira faire les liquidités. On fait vite fait les news. Les news ici, vous le voyez, l'OPEC qui décide de garder son niveau de production de pétrole comme il est actuellement malgré le fait que le G7 a décidé de caper les prix du pétrole russe. Donc on va aller voir ce que ça donne sur le pétrole actuellement. Et les Chinese stocks, donc les actions chinoises, qui nous font un rebond après plus de relâche au niveau de la politique zéro Covid. Donc ça peut être intéressant pour les marchés mondiaux. Vous comprenez ici que les marchés mondiaux sont éventuellement en train de pricer une reprise chinoise au quarter 1, donc au trimestre numéro 1 de 2023. Ça nous donnerait quoi éventuellement? Ça nous donnerait pour le moment éviter une récession, la croissance chinoise repart, les chaînes d'approvisionnement se détendent, etc. Et potentiellement, on peut ici espérer effectivement ce soft landing. Je dis attention dans ce type de contexte où globalement on a l'impression que tout va bien, parce que c'est en général dans ces moments-là qu'on se prend une grosse tatane dans la tronche. À savoir, actuellement, on a bien évidemment éventuellement ce pivot partiel, on va appeler ça comme ça, de la Fed, qui nous dit, eh bien, finalement, on va certainement augmenter de 0,5 au lieu de 0,75 comme les 3 ou 4 dernières fois. On a éventuellement cette histoire ici du Crédit Suisse qui est éventuellement en train de se calmer, puisque visiblement on a un prince saoudien qui va mettre 500 millions sur cette histoire-là. On a les Chinese stocks qui, la politique zéro Covid en Chine qui vraisemblablement serait en train de se relâcher. Donc attention, je dis attention juste à ça, étant donné que tout va bien au niveau des news, il faut faire attention dans ce type de moment qu'il n'y ait pas quelque chose d'autre qui arrive. Mais on peut espérer ici un bear market rally, c'est-à-dire quelque chose qui nous emmène, encore une fois, les niveaux d'action à des niveaux plutôt sympathiques. Donc, pour le moment, il faut rester dans ce mouvement tout en restant, bien entendu, vigilant. Ici, Genesis, et ça c'est pas forcément une très bonne news, Genesis, et là je tiens à saluer l'impartialité de Coindesk, qui fait partie du même groupe que Genesis et que Grayscale, à savoir Digital Currency Group, et vraiment Coindesk ici a vraiment montré qu'ils étaient totalement impartiaux, puisque c'est eux qui sortent les news sur leur propre entreprise, comme quoi il y a éventuellement des soucis. Et en l'occurrence, ici on nous dit que c'est pas 900 millions que doit Genesis à ses créditeurs, mais bien 1,8 milliard. Donc on double la mise ici, des nouveaux avocats qui ont fait un recours collectif pour la somme de 900 millions supplémentaires. Ici, très intéressant, si vous êtes plutôt intéressé par Cardano, malheureusement sur l'action de prix, on n'a pas eu tout ça, mais des très bons fondamentaux actuellement sur Cardano, et le nombre de smart contracts qui dépasse les 4000 actuellement. Voilà, des très bonnes choses qui se créent pendant ce bear market sur Cardano. Malheureusement, l'action de prix ne s'en ressent pas. Ici, le Litecoin qui nous fait puisque le Litecoin est en phase de halving, et donc du coup qui nous fait un breakout également. Ici, Sam Bankman-Fried qui pourrait venir faire une testimony, un témoignage devant le Congrès. Donc, il pourrait être appelé par le Congrès. Et là, en général, c'est pas des très bons moments que vous passez, puisque effectivement, le Congrès vous demande pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous avez fait ça. Est-ce que vous êtes vraiment complètement stupide, ou alors est-ce que vous êtes un escroc, En gros, c'est ce qui va être plus ou moins demandé. Et le Congrès, c'est jamais très sympa pour tous ceux qui ont éventuellement fait quelque chose. C'est comme une sorte de procès public très rhétorique devant sur la place publique.
Encore une fois, c'est un peut-être. Hein. Là, on n'est pas du tout sûr qu'il va effectivement être convoqué. S'il n'est pas convoqué, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a des appuis politiques très importants, qu'il a pu soulever au travers de toutes ses donations, etc. Et ça veut dire tout simplement que le système américain est pourri par la racine et que effectivement la fraude ici est plus ou moins collective. Ensuite, ici, on a le PDG de BlackRock, CEO, qui s'appelle Larry Flint, si je ne me trompe pas. Larry Fink, excusez-moi, et donc du coup qui nous dit attention, il y a encore du monde qui va tomber avec FTX, c'est tout à fait une possibilité, donc effectivement on sera complètement attentif à ça. Calendrier économique avec pas grand-chose cette semaine, on risque d'avoir une semaine plutôt calme en termes de news, si ce n'est les news autour de l'emploi, etc. Mais finalement pour les news qui intéressent vraiment Bitcoin, pas grand-chose. Par contre, attention, je le redis encore une fois, attention, 4e fois. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? On a un FOMC le 13 et 14 décembre, mais surtout, le jour même où le FOMC commence, on aura le CPI du mois de novembre qui va sortir. CPI, c'est l'indice des prix à la consommation. Ça va nous dire, est-ce qu'on confirme le ralentissement de l'inflation qui s'était fomenté, entre guillemets, au mois de octobre ou alors, est-ce qu'en novembre, les prix ont repris à la hausse? Ce qu'on peut regarder ici, éventuellement, c'est cet indice ici, le Trueflation, qu'on va mettre sur les USA, et où on voit, donc ça c'est un agrégateur des prix en ligne, c'est-à-dire plus ou moins, c'est une API qui regarde un petit peu tout ce qui se fait au niveau commerce en ligne, et ou des prix qui sont montrés éventuellement sur le net, et qui, pour l'instant, nous marquent une continuation de la baisse. Cet indicateur n'est pas nécessairement réellement ce qu'il se passe, mais en tout cas, il nous donne une bonne information, plus ou moins, sur donc le Trueflation, plus ou moins sur ce qu'il peut se passer autour de ça. Et ici, il y a une possibilité forte que ce bear market soit fini, alors que les investisseurs reprennent espoir. Donc, attention au calendrier économique, je parle ici pour mercredi prochain, donc dans une semaine. On aura vraiment ici de la grosse volate avec beaucoup de choses qui vont éventuellement sortir. Et puis, voilà, globalement, on va aller faire les liquidités là-dessus. Qu'est-ce qu'on a liquidé hier? Donc, au niveau du sentiment, on a liquidé 43 millions de dollars, principalement sur Ethereum et Bitcoin, pour hauteur de la moitié à peu près. Et puis, on a eu des shorts et des longs qui ont été liquidés, puisqu'on a fait un petit peu un mouvement dans les deux sens ce week-end, en tout cas ce dimanche. Mais quand même, je dirais principalement du short. Deribit qui est à contre-courant, d'habitude c'est Bitfinex, vous voyez. Donc voilà, relativement intéressant de le regarder. Ensuite, on va pas faire les options ni le carnet d'ordre, on va tout de suite aller voir les leviers. Ici, ne tenez pas forcément compte, du coup on avait fait la vidéo à ce niveau-là. Je pense que je vous ai rajouté ici ce niveau, je l'ai rajouté hier. Qu'est-ce qu'on a eu depuis? Donc on a eu un niveau de longue, effectivement là, ici. Ici, forte augmentation de l'open interest, vous le voyez, avec un funding qui descend, ça veut dire qu'on avait des shorters qui sont rentrés sur ce mouvement, et effectivement on les a short squeezés. Ici on a un niveau de longue supplémentaire qui s'est rajouté ici, qu'on va mettre en rouge, et puis ensuite on a un niveau de short qui s'est rajouté ici, mais vous voyez qu'il a été travaillé depuis, et ici niveau de short, donc on a dit qu'on avait travaillé. Ici, niveau de longue très léger, mais on va le noter aussi. Donc là, sur toute la montée, attention, on accumule du longueur en levier. Ici, niveau de short, mais il a été travaillé. Ici, encore un nouveau niveau de long. Donc vous voyez ici que la liquidité, elle s'accumule en bas. Et puis, niveau de short également sur ce point-là, dorénavant. Oui, et du coup, celui-ci n'a pas été encore travaillé pour le moment. Donc, on va noter ce niveau-là, qu'on va mettre en bleu. Et voilà. Est-ce que l'open interest augmente sur ce niveau de short? Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi on a un petit lag ici. On va juste sauver et refresh pour être sûr qu'on ne manque rien. Donc oui, niveau de short important ici, et qui même s'accélère à ce niveau-là. Vous voyez que potentiellement ici, en tout cas, on pourrait donner vie à ce petit flag là qui est en formation et qui viendrait short squeezer. Attention parce que retournement du CVD ici, vous le voyez, bon là, si on regarde un peu toute la zone, vous voyez qu'on a eu un très fort CVD, donc demande au spot très forte jusque-là, et là on a un retournement, donc attention à ça. Si jamais le CVD se retourne, le prix se retournera avec lui. Néanmoins, pour le moment, on voit des spreads négatifs, donc la demande est quand même plus drivée par
par les liquidités que par le spot. Ça fait, et je crois que c'est l'anniversaire, pile poil un an qu'on a un spread négatif. Hop, vous le voyez ici, vous le voyez là, si je me mets par là, eh bien on est au 3, 4, 5 décembre, le moment où les spreads passent effectivement négatifs, et depuis on n'est jamais repassé en spread positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Le niveau étant le plus important était à peu près par ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que on a ici un marché qui est plus drivé par les liquidités que par une réelle demande sur le spot. On va aller voir les poches de liquidité, j'espère que je suis pas trop long, non ça va. Poche de liquidité, attention également, parce que vous le voyez ici, on commence à accumuler beaucoup de shorters sur Bitcoin. On est à peu près aux 4 milliards, bon, c'est pas beaucoup non plus, on voit qu'il y a du longueur, pardon, je disais shorter, on a accumulé beaucoup de longueur et on voit qu'il y a du shorter en face. Si jamais on devait dipper, vous voyez ici cette zone de valeur où on est relativement dense, qui nous ramènerait vers les 16 500 $. Et pour le moment, si on devait faire vraiment un upside, globalement les 17,5 serait une première target acceptable. Ensuite, ici sur Ethereum, on avait fait ce tout petit mouvement qui avait vraiment reset ici les shorter longueur, et désormais sur Ethereum, on est à peu près à la neutralité. On a cette grosse position qui a probablement été nettoyée ici, qui nous donnait les 1317. On a cette zone de valeur effectivement qui nous redit qu'on pourrait passer au-dessus des 1300, 1350. C'est d'ailleurs pour moi le niveau assez important à venir prendre sur Ether. Au niveau de la heatmap, ici vous avez la 1 mois. Vous voyez qu'on est rentré ici dans cette grosse zone de liquidité sur la 1 mois qui va jusqu'aux 23 000 $. Mais on a encore forci au niveau de cette zone qui est sous les 15 000. Quand on diminue la time frame et qu'on va voir la 7 jours, qui pour moi est la plus pertinente actuellement, je ne cesse de le répéter, eh bien quand on va voir la 7 jours, on voit que il y a encore du monde à prendre ici, et potentiellement jusqu'au 17,8 en tout cas sur ce que l'algorithme de iBlock nous dit. Si on continue ce mouvement, il pourrait taper jusqu'au 18 000. Maintenant, on a encore forci cette zone qui trouvera sa fin au niveau des 16 250 $. Donc on a forci sur les longues en levier, et on a également forci un petit peu sur les shorters, ce qui est tout à fait naturel dans ce type de temps. Si on regarde sur les 12 dernières heures, donc là on va regarder les positions vraiment extrêmement fraîche, eh bien, et j'en profite pour vous dire de mettre un like si vous avez le temps, n'hésitez pas à prendre ce petit temps qui permet à la chaîne de grossir et donc du coup d'avoir du contenu plus qualitatif. Sur la 12 heures, vous voyez qu'on a forci également sur les deux niveaux, mais on a plus forci au niveau des longs que des shorts. C'est ça qu'on regarde quand on regarde le delta des 5 derniers jours. Ici, quand je vous dis, attention, on a 4 milliards de longues dessous, donc on a plus d'argent à venir chercher en bas que d'argent à venir chercher en haut. Donc pour moi, double warning ici. Le premier, c'est que le CVD au spot se retourne. Si je passe en 5 minutes, vous le voyez ici, d'accord. Le deuxième, c'est de dire, on a pris une zone de liquidité assez évidente, qui était entre les 17,3, 17,4, etc. Ça y est, elle est travaillée. Maintenant, par contre, je vois effectivement du shorter qui rentre là-dessus. Donc, si on a l'aide, tout simplement ici, pour retourner à nouveau le CVD et aller plus haut, si on a l'aide des market makers pour aller dans ce sens, ça peut être intéressant. Je pense qu'on a fait ici le tour de la question pour aujourd'hui. N'hésitez pas ici, si le contenu vous plaît, encore une fois, à vous abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Éventuellement, allez faire un tour dans la description de la vidéo où vous avez des liens d'affiliation pour les BitGet, acheter des ledgers, acheter des bons bouquins Chartis sur Amazon, etc. Tout ça aussi, ça aide la chaîne tout simplement à être plus motivée, à faire plus de vidéos et à passer plus de temps pour ce travail de vulgarisation, on va dire, qu'on fait sur Bitcoin. Donc attention dans cette zone de liquidité, encore une fois. Attention parce qu'on a celle-ci ici en bas qui pourrait tout simplement fomenter une sorte de retest ici des 15,9. 15,9, 16,9, 16,3, 15,9, on a vraiment quelque chose ici à prendre. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire cette épaule, tête épaule, finalement, on va pas jusqu'à la target des 18 000. Donc ici, c'est un petit peu un coin flip. En tout cas, si vous étiez en longue sur ce mouvement-là, je conseillerais de prendre un petit peu de profit ici dans la zone, sans forcément forcer sur la prise de profit que vous prenez. Il ne faut pas ici sortir de position, parce qu'on a peut-être des choses intéressantes à voir jusqu'au 18K, mais potentiellement ici, picorer un petit peu de profit, sans réellement, encore une fois, forcer la chose. Vous aurez d'autres éventuelles confirmations plus tard. Sur la petite structure, on va dire,
Vous voyez ici potentiel flag. Si on perd ce flag, par exemple, vous aurez une première confirmation qu'il est peut-être temps de prendre un petit peu de profit là-dessus. Et puis, au niveau du momentum, on va pas faire d'analyse aujourd'hui, sinon ça serait un petit peu long. J'ai envie de faire une vidéo qui fasse moins de 20 minutes, mais on en est déjà à 25. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire et à le dire par un like, encore une fois, un pouce bleu. Et puis, j'ai pour habitude de poser en fin de vidéo une question à la con. C'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et aujourd'hui, on va on va aller sur les films et le cinéma. Tiens, quel est, selon vous, le meilleur film de tous les temps ? C'est-à-dire quel est le film qui vous parle le plus, voilà, quel est selon vous le film qui vous a le plus parlé en termes à la fois d'émotion ou de rythme ou voilà ce que vous voulez. N'hésitez pas. Et donc du coup ça sera la question à la con du jour qui n'a rien à voir avec le Bitcoin. Encore une fois, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le et on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. À bientôt.